Je vais essayer de te les faire dans l'ordre. Tu arrives sur ton site, tu as la petite bannière RGPD. Tant que tu n'as pas cliqué, il n'y a rien qui se déclenche. C'est la première barrière. On va retirer, je pense que c'est au moins 25% des utilisateurs qui refusent. Et là, il n'y a absolument aucune solution. Il y en a qui vont arriver et je t'en parlerai peut-être juste après. Ensuite, on a l'adblocker. Il faut savoir qu'il y a une tendance haussière au niveau des adblockers. En France, en 2023, on était à 30% des utilisateurs en moyenne. Et encore une fois, ton utilisateur est invisible. Donc ensuite, tu as les ITP. Même si ton pixel se déclenche, si tu as des ITP, on est très limité dans ce qu'on envoie comme données parce qu'après 24 heures, les cookies sont effacés, ça recommence. Et ensuite, on a la fin programmée des cookies tiers. Donc on en a un peu parlé au début. Donc Google Chrome va supprimer les cookies tiers. Il faut savoir qu'en fait, Firefox et Safari, ils ont bloqué les cookies tiers par défaut depuis un moment. Et pourquoi Chrome ne l'a pas encore fait? Je pense parce qu'il y a un conflit d'intérêts puisqu'ils ont une des plus grosses régies publicitaires qui est Google Ads. C'est pas un hasard qu'ils proposent une nouvelle solution et en même temps, ils parlent de la fin des cookies tiers. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Salut Dylan, ravi de t'avoir sur le podcast de l'autre côté du micro. Tu vas peut-être t'expliquer pourquoi je dis ça. Salut Danilo. Oui, parce qu'en fait, c'est moi qui fais le montage des podcasts et du coup, aujourd'hui, je me retrouve devant la caméra et pas juste derrière. C'est assez marrant. C'est assez marrant. Après, voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses dont on va parler aujourd'hui et ça concerne le tracking. Vous l'avez lu dans le titre. Donc, Dylan, aujourd'hui, c'est notre responsable tracking en interne chez DHS depuis, je dirais, 4-5 mois. Et il s'est quand même pas mal débrouillé pour installer des tracking server-side avec GTM pour nos clients et il s'est spécialisé là-dedans puisque tu as quand même pas mal poncé le sujet. Tu as beaucoup appris de certaines personnes que nous, on connaît qui nous ont aussi donner des bons conseils. Est-ce que tu as peut-être quelque chose à dire pour commencer là-dessus sur la partie tracking avant que je te pose des questions? Oui, écoute, moi je voulais vraiment commencer ce podcast en te parlant aujourd'hui pourquoi on entend parler de tracking server-side aujourd'hui, pourquoi c'est un sujet aussi hot et du coup je voulais te parler un peu de ça. Donc c'est un peu un historique, on va dire le tracking aujourd'hui, ça a complètement changé. Donc avant, tu sais, le tracking ça se résumait à installer un pixel. On mettait un petit bout de code sur les sites, on le copiait-collait. Parfois, si tu avais WordPress, tu installais directement un plugin. Sur Shopify, c'était pareil. Et pourquoi aujourd'hui ça s'est complexifié? C'est tout d'abord parce que les navigateurs, ils sont de plus en plus axés sur la confidentialité. Ça va continuer dans ce sens et donc le tracking devient de plus en plus un sujet important puisque, comme tu le sais, si les résultats ne sont pas bien traqués, forcément, on ne peut pas optimiser au maximum les campagnes. Ouais, exactement. Ouais, c'est vraiment devenu un sujet, je pense, avec iOS 14. Est-ce que toi, tu te rappelles un peu de ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'on peut peut-être l'expliquer rapidement pour ceux qui nous écoutent? Sachant qu'avant, on était, comme tu l'as dit, sur un tracking vraiment full navigateur avec le pixel Facebook. Voilà. Et du coup, le tracking, il a été affecté par iOS 14 parce que le tracking, il a toujours eu lieu historiquement dans le navigateur de l'internaute. Donc, en gros, iOS 14, ils ont introduit ce qu'on appelle les ITP, Intelligent Tracking Prevention. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait notamment? Ils ont réduit la durée des cookies tiers. Donc, ça veut dire qu'après 24 heures, le cookie était supprimé automatiquement. Et du coup, il faut savoir que Facebook, il se sert de ce cookie pour attribuer des ventes, pour attribuer l'objectif. Et du coup, ça, c'est la première chose. Donc, avec iOS 14, je pense que tout le monde, tous les gens qui écoutent le savent, il y a eu une grosse chute parce que justement, le tracking n'était plus efficace. Et du coup, Facebook a riposté avec le fameux Conversion API dont on parlera plus tard. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais quand on dit cookie tiers, déjà, il faudrait peut-être le redéfinir, mais on est d'accord que le pixel Facebook est basé sur des cookies tiers. C'est une technologie qui utilise des cookies tiers quand un utilisateur va sur un site via son navigateur, mais que les cookies tiers aujourd'hui ont une durée de vie plus limitée due aux ITP. Si moi j'ai bien résumé ce que tu as dit. Voilà. Si tu veux donc les cookies tiers, pour ceux, c'est un terme qu'on entend tout le temps, mais peut-être qu'on s'intéresse pas forcément à ce que c'est exactement. Donc je vais prendre l'occasion de le redéfinir. Donc les cookies tiers, déjà, ce sont des petits fichiers stockés dans le navigateur d'un utilisateur quand il visite un site web. Elles contiennent des informations essentielles. Donc, pour identifier cet utilisateur, c'est-à-dire que Facebook, avec le pixel, il pose surtout deux cookies, le FBP et le FBC, donc qui permettent tout d'abord d'identifier l'utilisateur, donc avec un ID de navigateur. Et le FBC, tu vois, c'est quand tu cliques sur une pub Facebook, je sais pas si tu l'as déjà remarqué, dans le lien, il y a toujours le FBCLID. En fait, voilà, c'est pour que Facebook garde en tête, OK, le mec a cliqué sur une pub. Et donc maintenant, on va peut-être pouvoir lui attribuer quelque chose puisqu'il est arrivé sur le site depuis une pub. C'est ça. Donc en gros,
on utilise les cookies pour tracer les informations utilisateurs. Donc, comme on l'a dit, imagine si leur durée de vie est réduite, forcément, si le mec il va sur le site, il clique sur une pub et il revient 8 jours plus tard, par exemple, en fait, Facebook n'a plus aucune trace que c'est grâce à Facebook qui est venu la première fois. Ouais, t'as dit 8 jours, mais comme tu sais, sur Facebook, c'est fenêtre d'attribution 7 jours après le clic, mais ça pourrait être aussi 5 jours après. 5 jours après le clic et pourrait ne plus avoir de traces parce que le cookies a une durée de vie d'1 jour ou de 2 jours. Tu peux me rappeler sur Safari et sur iOS, ils ont une durée de vie de combien de temps? Alors, justement, donc Apple a réduit depuis iOS 14 à 24 heures les cookies. Ça, ouais. Et il faut bien savoir, je précise parce que souvent les gens disent Safari, iOS, mais il faut savoir que tous les navigateurs qui fonctionnent sur iOS, donc sur les iPhones, sur les iPads, ont le moteur de Safari. Donc même si vous installez Chrome sur votre iPad, c'est toujours Safari qui est derrière, donc les cookies sont toujours à 24 heures. Ça, je savais pas du tout. Ok, hyper intéressant. Ok, ça marche. Donc ensuite, je voulais parler du Conversion API que tu as abordé. Donc ça, c'était la deuxième étape qui était un peu à la mode, qui était de plus en plus à la mode en 2021-2022. Qu'est-ce que le Conversion API? Juste avant de te dire qu'est-ce que c'est, je voulais juste rappeler, comme je te disais, on se fiait au navigateur de l'utilisateur pour traquer. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, tu cliquais sur un bouton et c'était ton navigateur qui envoyait. Donc, comme je te l'ai dit, il y a eu plusieurs obstacles à ça. Il n'y a pas que les ITP. On parlera, je pense, après des autres obstacles. Et du coup, vu la grosse baisse suite aux ITP, Facebook, ils ont développé ce qu'on appelle le Conversion API. Donc, l'idée, c'est de ne plus se fier au navigateur de l'utilisateur, mais au serveur du site qu'il visite pour envoyer l'information. Tu vois, parce que forcément, le serveur n'aura pas les mêmes restrictions. Ça veut dire qu'au lieu de toi, tu cliques, ça envoie la donnée à Facebook. Toi, tu cliques, ça envoie la donnée au serveur du site et c'est le serveur du site qui va l'envoyer à Facebook. Comment il va l'envoyer à Facebook? Tout simplement grâce au Conversion API. Donc, si tu veux, le Conversion API, c'est quelque chose que Facebook a mis en place pour parler avec lui. C'est ça. Un API entre ton serveur et Facebook. Ouais, un API, c'est comme un tunnel, c'est un lien entre deux serveurs. Donc, si tu veux, c'est une manière, c'est des instructions que Facebook a mis à disposition des développeurs pour leur envoyer des informations. Donc, sachant qu'il n'y a plus de cookies, tu sais, quand tu tu n'envoies pas un cookie quand tu passes par le serveur, il faut envoyer des informations pour identifier les utilisateurs. Bien donc, sûr. Les informations, ça peut être les mêmes que ceux qu'on trouve dans le cookie, donc le fameux FBP et FBC, mais ça peut être tout un tas d'informations pour identifier. Donc, les plus connus, c'est forcément l'email et le numéro de téléphone. Pourquoi ? Parce que quand tu te connectes sur Facebook, tu utilises quoi? Tu utilises ton email et ton numéro de téléphone. Question piège pour toi, il se passe quoi quand un utilisateur il refuse les cookies sur un site? Est-ce que l'API de conversion, est-ce que ça marche encore, on va dire? Est-ce que là, on peut encore envoyer la donnée via l'API de conversion? Alors en fait, ça c'est super intéressant parce que je pense que c'est assez mal compris aussi. C'est que en gros, en tout cas en Europe, tu as ce qu'on appelle le RGPD et du coup, quand tu refuses, en fait, ce que tu refuses, ce n'est pas les cookies uniquement, tu refuses le suivi. Oui. Donc, en gros, peu importe la méthode de suivi, si tu refuses la petite bannière qu'on voit et qu'elle est bien configurée, ce qui est rarement le cas, je le dis aussi, mais en fait, rien ne peut se déclencher. Donc, l'utilisateur est totalement invisible pour toi et pour les différentes régies. Je pense que c'est important de le savoir parce que c'était un mythe que moi, j'avais encore en tête jusqu'en 2024, plus ou moins, début 2024. Ok. Donc, API de conversion, on en a parlé. Peut-être rapidement, on dit souvent, oui, API de conversion, comment on l'installe? Des fois, c'est facile, des fois, c'est compliqué. C'est vrai que dans mes souvenirs, sur un Shopify, c'est assez simple. Sur WordPress, je pense qu'il y a des extensions qui simplifient le truc. Il y a aussi un truc qu'ils appellent Conversion API Gateway. Donc, il y a pas mal de termes compliqués de façon de l'installer. En quelques mots, est-ce qu'aujourd'hui c'est simple, compliqué? Comment est-ce qu'on peut faire ça si on n'est pas très bon en développement web ou qu'on n'a pas de responsable tracking avec soi? Alors écoute, il y a eu pas mal comme tu l'as dit, il y a pas mal de méthodes de le faire et elles ne sont pas toutes optimales, mais comme au début, Facebook a fourni des instructions qui ont rendu assez difficile l'installation, il fallait passer par un développeur. Aujourd'hui, il y a pas mal de solutions quand même clés en main, donc tu en as parlé, notamment les plugins. Shopify, il a un plugin qui marche plutôt bien, mais qui n'offre aucune personnalisation. Ouais. C'est-à-dire que tu peux pas ajouter des événements ou tu peux pas en retirer. Tu as tous les événements standards qui arrivent et c'est tout. Tu ne peux faire aucune modification. C'est un peu une boîte noire. Tu as par exemple sur WordPress, tu as Pixel Your Site qui lui propose aussi une installation clé en main de l'API de conversion. Là, tu as un peu plus de personnalisation, mais c'est une version payante. Et puis tu as une solution totalement personnalisée. Ça, c'est le fameux tracking server-side par GTM. Là, vraiment, tu as tout. C'est compliqué à installer, mais tu as absolument le contrôle sur ce que tu envoies, comment tu l'envoies. Tu peux tout voir. Tu vois, là justement, il n'y a pas de boîte noire. Ok, d'accord. Mais ouais, ça, comme tu dis, c'est plus compliqué parce que là, il faut vraiment mettre les mains dans le code.
Voilà. Si on doit dire ça comme ça. Ok, et est-ce qu'il y a d'autres obstacles qui, aujourd'hui, empêchent un tracking de bonne qualité, un tracking fiable? Oui, bah oui, écoute, donc comme on l'a dit, il y a le RGPD. Donc Ok. je vais essayer de te les faire dans l'ordre. Tu arrives sur ton site, tu as la petite bannière RGPD. Tant que tu n'as pas cliqué, il y a rien qui se déclenche. Ok. Donc, voilà, ça on va dire c'est la première barrière. On va retirer, je pense que c'est au moins 25% des utilisateurs qui refusent en France. Voilà, hop, 25% des utilisateurs s'en vont et là, il y a absolument aucune solution. En tout cas, il y en a qui vont arriver et je t'en parlerai peut-être juste après. Ensuite, on a l'adblocker. On n'en a pas encore parlé dans le podcast, mais il faut savoir que il y a une tendance, on va dire, haussière au niveau des adblockers. Donc, encore une fois, en France, en 2023, on était à 30% des utilisateurs en moyenne qui utilisaient un adblocker. Donc, il faut savoir que si tu as un adblocker, le pixel, il est bloqué, en fait, parce qu'il vient d'un domaine tiers. Tu vois, il vient de facebook.com. Donc forcément, le pixel est bloqué, il ne se déclenche pas et encore une fois, ton utilisateur est invisible. Donc ensuite, tu as les ITP, donc comme on en a parlé. Donc même si ton pixel se déclenche, si tu as des ITP, on est très limité dans ce qu'on envoie comme données parce qu'après 24 heures, les cookies sont effacés, ça recommence, tu vois. Sur Safari, sur Safari. Voilà, sur Safari, sur iOS. Et ensuite, on a la fin programmée des cookies tiers, donc on en a un peu parlé au début. Il faut savoir que Chrome, donc Google Chrome donc ils l'ont annoncé officiellement, supprimer les cookies tiers. Il faut savoir qu'en fait Firefox et Safari, ils ont bloqué les cookies tiers par défaut depuis un moment. Ah oui. Pourquoi Chrome ne l'a pas encore fait? Je pense parce que il y a un conflit d'intérêts puisqu'ils font de la pub. Ils ont une des plus grosses régies publicitaires qui est Google Ads. Donc forcément, je trouve que c'est pas un hasard qu'ils proposent une nouvelle solution et en même temps ils parlent de la fin des cookies tiers. Oui, je comprends. Et Donc, la fin des cookies tiers, c'est connu que c'est pour cette année, quoi. Je pense en été, c'est quasiment c'est un certain. déploiement progressif. Donc, c'est-à-dire que déjà, apparemment, ils ont dit qu'en début 2024, 1% des utilisateurs de Chrome ont les cookies bloqués. Et tu vois, ils augmentent au fur et à mesure. Et apparemment, pour début 2025, on aurait vraiment les cookies bloqués partout. Tu t'en doutes, ça, c'est un peu le plus gros obstacle. C'est-à-dire que les régies vont devoir riposter avec autre chose. Par exemple, j'ai lu que Facebook essayait de développer un pixel first party, tu vois, donc un pixel qui utiliserait des cookies first party et puis des cookies tiers. Et Chrome, il propose, t'en as sûrement entendu parler, le fameux Google Consent Mode. Donc ils sont en train de développer une stratégie de modélisation. Donc en gros, c'est de réussir à envoyer des données, mais sans toucher, en respectant la confidentialité, en respectant les lois au niveau de la privacy. C'est vraiment devenu complexe et je pense que j'en avais déjà parlé. C'est devenu un enjeu vraiment politique maintenant et plus seulement technique. Donc on ne sait jamais trop ce qui va se passer, il faut anticiper. Et je pense que la meilleure manière d'anticiper, c'est utiliser les solutions les plus fiables aujourd'hui et sur lesquelles on est moins dépendante, si on comprend bien, des cookies tiers et des navigateurs. Donc, voilà. Comme tu dis, en fait, c'est un jeu, c'est politique et du coup, il y a vraiment un jeu du chat et de la souris. C'est-à-dire que les développeurs ripostent en fonction des lois et en fonction des réactions des grosses entreprises, des GAFA. Et du coup, la riposte la plus forte en ce moment-là, la plus solide, c'est le tracking server-side qui, je pense, les gens sont beaucoup, enfin moi-même, en toute honnêteté, parfois un peu confus entre la différence entre API de conversion et tracking server-side. Bon, on sait tous les deux que c'est lié à un serveur, sauf que là, tracking server-side, c'est que tu as ton propre serveur dans lequel tu envoies la donnée. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. En fait, il faut que tu comprennes un truc, c'est que le Conversion API, il fonctionne, ce n'est pas opposé au tracking server-side. Les deux vont ensemble, oui. Voilà, c'est ça. En gros, vraiment, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que le tracking server-side, c'est ce qui te permet de faire une collecte de données. Et l'API de conversion, c'est le pont entre ton serveur et Meta. C'est comme ça que tu lui parles, c'est comme ça que Meta comprend l'information. Okay. Donc, en gros, c'est pour optimiser, c'est un peu le manuel de Meta. Là, je vulgarise énormément, mais c'est le manuel de Meta de comment tu m'envoies les données. Voilà. Donc, encore une fois, je pense que c'est vraiment un point super important de ce podcast, c'est de se dire, OK, tracking server-side et API de conversion, ils fonctionnent en synergie. Ce ne sont pas des choses opposées. Simplement, l'un va avec l'autre. Ok, j'ai compris. Par rapport au tracking server-side, il y a un truc qui est pas mal intéressant, je trouve, avec cette solution-là, et tu en as un peu parlé, c'est que tu es beaucoup plus libre dans les événements que tu envoies et dans les paramètres de ces événements. C'est-à-dire, si tu veux mettre du FB click, du FB, j'ai déjà oublié FB ID ou je sais plus quoi, des paramètres comme l'email, le numéro de téléphone, l'adresse, tout ce que tu veux. Et surtout, moi, un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est faire remonter du chiffre d'affaires en hors taxe ou TTC, ou faire remonter une marge brute, ce qui est possible aussi, je pense. Voilà.
Ouais, en fait, comme tu l'as bien dit, quand tu fais du tracking server-side et que tu n'utilises pas une solution clé en main, mais que tu fais pas appel à un développeur, que tu passes par GTM, tu as vraiment le contrôle total sur ce que tu envoies. Et là, tu as donné un bon exemple. Par exemple, tu décides d'envoyer du chiffre d'affaires hors taxe, mais je vais même aller plus loin. Tu peux toujours enrichir tes événements. C'est-à-dire que, par exemple, je te donne un exemple tout con. Imagine, tu as un utilisateur qui est rentré sur ton site et il est devenu lead parce qu'il a rentré son email quelque part. D'accord? Oui. Par exemple, tu as eu un petit pop-up pour proposer un lead magnet et il a rentré son mail. Donc, tu vois, il y a un événement lead qui s'est déclenché. Et donc, avec le tracking server-side, ce qu'on peut faire, c'est enrichir les autres événements avec les paramètres de cet événement lead. Donc, c'est-à-dire que maintenant, le page view, on pourra lui envoyer l'email, alors que normalement, dans le page view, on n'envoie pas d'email, puisque forcément, c'est juste une vue de page. Donc, l'idée du tracking server-side, c'est vraiment que tu as le contrôle total et tu peux jouer avec les données, tu peux les envoyer dans les événements que tu veux, alors que, par exemple, si tu installes le plugin Shopify, comme je te dis, il est bien. Je ne veux pas dire qu'il est mauvais, c'est un bon plugin et il travaille dessus. Mais tu ne sais pas ce qui se passe vraiment. Ouais, et je t'avoue qu'on a eu différents cas avec justement ce fameux plugin Shopify. On a eu des cas où malheureusement c'était assez pourri en termes de données renvoyées par leur API, enfin par l'API de conversion qui est configurée avec Shopify, et d'autres où finalement c'était assez précis. Est-ce que tu as des ordres d'idées en termes de gains que tu peux obtenir, surtout sur un Shopify, je dirais, parce qu'on a quand même pas mal de conversions qui nous écoutent, au niveau du nombre de conversions qui remontent, du ROS, parce que ça c'est des choses qu'on a mesurées avec des clients. Écoute, d'abord je voudrais te parler un peu des causes de pourquoi parfois c'est pourri, parfois ça l'est pas. Donc en gros, comme je te dis, le tracking server-side sur Shopify, ça se fait via un plugin que tu installes, que tu actives, pour lequel tu n'as aucune option de configuration. Et donc, en fait, ça dépend aussi de ton thème. Plus tu t'éloignes du thème de base, plus tu fais un site personnalisé custom, moins tu as de chances qu'en fait, le tracking fonctionne bien. Puisqu'en fait, le plugin, il est pas créé avec toutes les éventualités en tête et tu n'as pas la possibilité de modifier, d'indiquer que, par exemple, je sais pas moi, ta page de remerciement, elle est vraiment différente d'une page de remerciement normale. Ta page produit, tu as un plugin pour ton panier qui est peut-être loin du panier de base de Shopify. Donc c'est tout ça qui fait en fait que Shopify il se trompe. Bon, je te donne un exemple. Si tu as le fameux plugin Just, par exemple, si tu l'as, c'est possible que les achats de Just ils remontent pas aussi bien. Parce que tu bypasses toute une partie du parcours utilisateur pour faire un achat en un clic. Hyper intéressant. Voilà. Donc l'idée ici, pour revenir à ta question, le gain déjà il dépend de qu'est-ce que tu as. C'est pour ça que c'est intéressant de faire un audit. Donc quel est ton site actuellement? Qu'est-ce que tu as comme thème en place? Qu'est-ce que tu as comme plugin en place? Par exemple, des problèmes de plugins, c'est que tu peux avoir des plugins qui activent le pixel aussi en plus. Donc tu vois, tu te retrouves avec les données qui remontent 2 fois. Et donc, en fonction de tout ça, je peux te dire ton ROS, il va changer, comment il va changer. Et en général, il va changer de manière positive d'au moins 10% si tu passes d'une installation moyenne à vraiment la meilleure des installations possibles. Ok, c'est quand même déjà pas mal encourageant, quoi. Faire 10% de ROS en plus. Bon, c'est vrai que ça c'est une moyenne qu'on retrouve. Mais je sais qu'on a retrouvé plus parfois. Je me rappelle, il y avait un client où on avait retrouvé 30%. C'était pas moi qui ai fait l'installation, mais je m'en rappelle. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent faire bugger un tracking actuellement, là, qui sont fréquentes et qui font que les gens se disent « Ah, mon tracking bug du jour au lendemain, qu'est-ce qui fait que ça bug ?» Ouais, mais écoute, encore une fois, en fait, il faut bien comprendre que vu que toi, tu as un plugin, enfin, imagine, tu fais ton tracking avec un plugin, le plugin, il se met à jour quand il y a un problème. Avec le tracking, c'est pas le cas, en fait. Donc, le tracking, c'est une solution custom et d'une certaine manière, elle doit être maintenue parce que effectivement, il peut avoir des bugs, il peut avoir Facebook qui change son API de conversion. Je vais plutôt te donner un exemple concret. Ouais, donne un exemple. Tu vois, l'événement achat. L'événement achat, Facebook requiert que tu envoies une valeur et une devise. C'est-à-dire que si ton événement achat, il a la valeur 40, mais il n'y a pas de devise, il est refusé. S'il n'a pas de valeur, il est refusé. Donc, imagine, toi, tu fais une modification sur ton Shopify, tu as un tracking server-side custom, tu fais une modification sur ton Shopify et ça, on va dire de fil en aiguille, la valeur ne remonte plus. Tu vois, donc là, tu te retrouves sans événement achat. C'est un exemple concret. Et donc, voilà, ton événement achat, c'est déjà arrivé. C'est pour ça que je le dis. Il tombe à zéro. Il tombe à zéro du jour au lendemain. Parce que Facebook les refuse tous. Ok. Donc, ce genre de choix-là, en fait, vu que ton tracking il est custom, ça veut dire quoi custom? Ça veut dire qu'il est finalement adapté à ce que tu possèdes. Donc, si tu modifies ce que tu possèdes, le tracking doit être modifié en conséquence. Ouais, c'est vrai, comme on modifie souvent des choses sur le site et comme Facebook change souvent des choses. Je pourrais dire aussi Google, hein, d'accord, le tracking server-side, ça fonctionne aussi. C'est peut-être important de le préciser. On a beaucoup parlé de Facebook, mais le tracking server-side, donc des API de conversion, il y a Pinterest, TikTok, Snapchat qui en ont développé. Il y a Google Analytics, Google Ads. Donc, en fait, le tracking server-side, le but,
on n'en a pas encore du tout parlé. Je pense que c'est bien d'en parler ici à la fin. C'est qu'en fait, on rajoute une couche où c'est nous qui récoltons les données sur le serveur. Et une fois qu'on les a récoltées, on peut les envoyer à toutes les régies. Donc, ce travail qu'on a fait de récupérer les données, la valeur, l'email, le numéro de téléphone, après, on a toutes ces données et c'est nous qui choisissons quelles données à quelle régie on envoie. En plus, on fait une fois ce travail, puis après, en effet, on choisit à qui on envoie. Ouais, ça, j'avais compris aussi. Ça, c'est super important. Puisque jusqu'ici, on était beaucoup en surface, on a parlé beaucoup des obstacles. Mais vraiment, un des avantages du tracking server-side, c'est ça, c'est de pouvoir c'est de récolter une fois les données, de bien les trier et ensuite de les envoyer. Ok, bon, du coup, on a fait le tour sur la partie tracking. Je pense que je voulais vraiment qu'on reste en surface sur le sujet parce que c'est assez technique et je pense que tu as quand même pas mal bien répondu à mes questions sur les grands obstacles du tracking aujourd'hui en 2024. Je pense que c'est un épisode qu'on devra refaire plusieurs fois parce que ça évolue quand même pas mal et donc je pense que c'est pas la dernière fois que tu reviendras sur le podcast. Et donc, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez des enjeux de tracking, si vous avez des questions ou difficultés ou si vous voulez qu'on audite votre tracking, évidemment, vous pouvez nous contacter directement pour un audit. Je sais pas si tu veux donner d'autres informations, Dylan, sur soit des coordonnées ou soit comment nous contacter. Ok, écoute, comme tu dis, compte passer par la page dhsdigital.eu/audit et donc on se fera un plaisir d'auditer vos pixels, vos sites et de vous faire une liste de suggestions pour améliorer tout ça et rester à la pointe niveau tracking. Yes, très bien, merci beaucoup. On met ça dans les notes de l'épisode. Merci à tous.